Alors déjà, merci aux organisateurs, merci à tous ceux qui sont là pour suivre l'accent italo-napolitain. Je vais essayer d'être clair. Alors, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est la question de semences. Alors, pourquoi? Alors, on commence par une observation très simple. Si vous allez voir les prix des matières premières et des denrées agricoles, on a eu une augmentation assez importante à partir du milieu des années 90, au moins jusqu'à 2014, puis ça augmentera encore avec la crise en Ukraine. Et ces augmentations de prix ont porté à discuter de pourquoi on a une telle augmentation sur les prix des céréales, alors que sur le plan technique, on pourrait très facilement alimenter l'ensemble de la population. Comment se fait-il? Alors, ma réponse va être très simple. Ce n'est pas une question de population. La population, elle est tout le temps mise en cause. On est trop sur Terre. La population, depuis l'origine de la révolution industrielle, a augmenté de 16 fois. C'est énorme. Le PIB déflaté a augmenté de 480 fois. Et le PIB par tête a augmenté de 50 fois. Donc, quelque chose tourne pas rond dans cette histoire. Il y en a de plus en plus, mais on meurt de faim. Donc la question pour moi, ce n'est pas un problème de production, c'est un problème de distribution. Et donc la question est de savoir pourquoi on a un tel problème qui n'est pas technique. Alors la réponse est, on la trouve où? Ça a commencé quand? Alors vous avez énormément de réponses. Alors une réponse que vous connaissez tous parce qu'il a eu un succès faramineux. D'abord Jared Diamond, après il y a eu Sapiens. Il faut commencer par le néolithique parce qu'on invente l'agriculture, on se met à cultiver la terre, on produit, on crée des inégalités, et puis du fait qu'il y a une distribution inégale des semences sur la planète, vous connaissez l'argument, les Européens qui ne sont pas méchants sont plus riches, juste parce qu'en Mésopotamie, il y avait une concentration de graines tout à fait favorable, et puis ils sont avec les animaux, ils débarquent l'échange colombien, ils débarquent en Amérique centrale et latine, et paf, tout le monde meurt, mais ce n'est pas la faute des Européens, c'est la faute des virus, et c'est la faute à personne. Alors, problème avec cette histoire qui est quand même assez répandue. Alors, la première est que vous avez un déterminisme environnementaliste, c'est-à-dire il y a des graines qui sont concentrées dans un lieu, pas dans d'autres, et du coup, ça détermine le cours de l'histoire jusqu'à nos jours. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de bifurcation historique. Une fois qu'on a disposé les graines sur la planète, tout file de la même manière à partir du néolithique. Et ça ne colle pas, cette histoire, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de choix en histoire. On ne fait pas de choix, on subit des variables environnementales. Donc j'aime bien l'environnement, mais il ne faut pas exagérer non plus avec le déterminisme environnemental, comme si les sociétés n'existaient pas. Deuxième chose, les humains, sapiens, sont très rationnels. Ils font tout pour maximiser leur bien-être. Donc ils exploitent la planète et ils arrivent jusqu'à la défoncer jusqu'à nos jours. Je vous suggère plutôt de lire Pourquoi j'ai mangé mon père. C'était un roman sur le pyrome du Pléistocène qui s'est fondé justement sur l'anachronisme. Il y a un primitif normal, il y en a un autre qui résonne déjà comme si c'était, vous le savez mieux que moi, à la bourse de Londres. Il optimise tout. Alors ça, c'est pour se moquer de attitude à la Jared Diamond où l'être humain, il est partout, sapiens, une espèce qui optimise, qui maximise et qui défonce tout. Implication ultérieure de cette histoire, comment on s'en sort? Primo, l'être humain est vraiment méchant, il est vraiment insupportable, du coup, on est destiné à crever, il n'y a pas d'espoir, vous le savez mieux que moi. Ou l'autre solution, on va trouver une solution technique. Il n'y a rien à faire du côté social, c'est la technique qui va nous arranger. Moi, je n'aime pas cette histoire. Alors, comment on peut faire pour raisonner autrement? Alors, je pense qu'il faudrait commencer à penser le temps. Alors, et la manière dont je pense le temps est le suivant. Alors, tout d'abord, je suis assez redevable de fondateur de l'institution où j'enseigne, donc d'École des hautes études, et c'est surtout Fernand Braudel, et je vais me raccrocher à sa définition du capitalisme, qui n'est pas une définition marxienne et libérale non plus. Le capitalisme n'a rien à voir avec le travail salarié. J'identifie le capitalisme avec deux choses.
oligopole ou monopole et la finance. C'est depuis le XIIe siècle, avec les cités-villes italiennes et puis les grands commerçants du nord d'Europe, mais également en Chine, qu'on a ce commerce de longue durée, des prêts, des crédits, et ça, c'est quelque chose d'assez important et d'assez constant. Je vais insister sur cet aspect. En revanche, le travail salarié, Marx était un garçon intelligent, mais là, il se plante totalement dans la mesure où le capitalisme peut très bien fonctionner avec le travail forcé. J'ai beaucoup travaillé sur le travail forcé et sur l'esclavage. L'esclavage marche parfaitement bien avec le capitalisme jusqu'à nos jours, avec les gamins qui sont exploités par les multinationales en Asie du Sud-Est. Donc, on n'a pas besoin du travail salarié pour avoir le capitalisme. En revanche, on a besoin d'une forme de monopole. La concurrence, c'est quelque chose qu'on vend pour appliquer, pour adopter certaines politiques à Bruxelles. Et la finance, elle est quand même très importante. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est très important? Tout d'abord, pour moi, contrairement à ce qu'on raconte, à droite comme à gauche, le travail demeure très important partout sur la planète depuis le XIIe et jusqu'à la fin du XIXe siècle. Donc la révolution industrielle, la première, ne change rien. J'insiste sur ce point, elle est intensive en travail. Et si elle est intensive en travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail doit être mis parmi les sources d'énergie. Tout le monde se plante, on parle du charbon, de l'électricité, etc. Mais le travail est une source d'énergie et pas juste, comme disent les économistes, un facteur de la production avec le capital. C'est une source d'énergie. On a une énergie animale et humaine qui est absolument centrale dans l'histoire de l'humanité. Je poursuis ma logique. Une fois qu'on a dit ça et que le travail est au cœur, qu'est-ce qui m'intéresse? Alors, ça, c'est juste un petit calcul en anglais pour montrer l'importance, encore à la mi du 19e siècle, de l'énergie travail. C'est fondamental, si vous voyez, par rapport même au charbon. C'est absolument central. L'alimentation, et je vais y revenir, et l'alimentation animale. OK? Donc, si vous regardez ça, vous avez déjà ma réponse. Si le travail est une source d'énergie, alors un élément crucial pour comprendre les trajectoires historiques, c'est qui contrôle le flux du travail. Okay? Il faut de l'énergie. Et le flux du travail, c'est quoi? C'est les céréales. D'où mon attention sur qui contrôle les céréales. Pourquoi c'est tellement important jusqu'à nos jours? Les gens se mettent à étudier le textile, puis les machines pour expliquer les innovations industrielles. Mais malgré tout, le contrôle des céréales était important au XVIIIe et il est encore de nos jours. On n'arrive pas à régler cette histoire. Comment est-ce possible? Okay, c'est ça le point. Donc, on revient à la case départ. C'est précisément parce que le travail est important et parce que les céréales sont le flux du travail. Alors, comment on fait pour expliquer les céréales? C'est là où Braudel parlait de civilisation alimentaire. Ah, donc, si vous vous rappelez, c'est les 3 tomes des civilisations matérielles et capitalisme. Le premier tome, Braudel avait inventé une histoire tout à fait plausible pour l'époque, mais fausse néanmoins. Je respecte personne, donc du coup j'ai un problème avec le père. Là, on va développer ça. Alors du coup, Braudel avait inventé une histoire très simple. Il y a 3 civilisations, voire 4 avec l'Afrique, mais ça, il regardait moins, les hommes à là-haut. Alors il y aurait une civilisation du blé, c'est l'Occident. Donc, pourquoi en civilisation? Parce qu'il dit le blé me permet d'avoir d'abord un surplus, mais le blé est une plante qui a besoin quand même d'animaux à côté, sinon il n'arrive pas à se reproduire. D'où l'importance de l'élevage en Occident. Avec l'élevage, qu'est-ce que c'est? J'ai des systèmes de tension entre production de blé et production de viande. Ça arrive jusqu'à nos jours. Si je mange trop d'hamburgers, j'ai pas assez de blé et vice-versa. C'est la tension entre mangeur de pâtes et mangeur de viande. Ça ne suffit pas, donc il y a des choix à faire. Et du coup, ça forme, selon Braudel, un système. Mais c'est un système différent de l'Asie, selon lui, parce qu'en Asie, on a le riz, et le riz est beaucoup plus productif que le blé, sauf que le riz aurait besoin de quoi? De l'eau, des canalisations, d'où, vous le savez, tout ce qu'on connaît sur l'imaginaire asiatique, le despotisme asiatique lié à l'eau, le fameux despotisme hydraulique. Il y aurait des États despotiques qui contrôlent l'eau parce que l'eau, elle est fondamentale pour avoir les céréales. Okay? Et troisième cas de figure, alors là, c'est encore mieux, le maïs, les Incas, Braudel absolument ébloui en disant, regardez ce qu'ils font. Il y a des montagnes et ils font pousser le maïs en terrasse. Il faut donc couper la montagne et puis faire de l'irrigation en quasi verticale.
Par ailleurs, une chose que Braudel ne savait pas, que c'est arrivé après, mais il y avait plein de choses qu'il ne savait pas, pour bâtir ces terrasses, aujourd'hui, les débats portent plutôt sur la mention du zéro. Je m'explique. Vous savez qu'en histoire romaine, on a les X et les bâtons, là, on compte par bâton, et on n'a pas le zéro mobile. Vous savez très bien, le son 1, on ne l'écrit pas comme ça. Donc, les grandes inventions qu'on dit arabes et puis occidentales, c'est la mention du zéro mobile. Or, le problème est qu'apparemment par là, ils avaient déjà inventé les zéros mobiles. Et pourquoi ils avaient inventé les zéros mobiles? Les ingénieurs deviennent dingues. Pour construire un truc comme ça, il vous faut l'ingénierie moderne. Et ils disent l'ingénierie moderne, c'est, vous savez, les calculs, les infinis et les intégraux, quoi. Mais avoir un intégral, je ne veux pas évoquer des souvenirs mauvais pour vous, mais pour avoir un intégral, il faut la notion de limite. Pour avoir la limite, il faut l'infini. Et pour avoir l'infini, il faut le zéro et l'infini. Et ils disent, ces gens-là ne peuvent pas avoir le zéro et l'infini. Mais sans ça, ils ne peuvent pas bâtir ça. Du coup, là, ça devient très intéressant parce qu'il y a des évolutions technologiques qui ne correspondent pas à une autre manière de penser l'ingénierie, la science et l'agriculture qui va avec. En réalité, ça ne colle pas, l'histoire de Braudel, pour plein de raisons que je vais vous expliquer. Alors, premièrement, j'aime pas les histoires des civilisations les unes contre les autres. Donc, tout ce que j'ai publié, j'essaie de montrer que plutôt que d'opposer la chrétienté au monde musulman, l'Est à l'Ouest, le Nord et le Sud, ce qui m'intéresse, c'est les croisements entre soi-disant civilisations. Et ce croisement, j'ai pu le voir dans plein d'autres activités, mais là, aujourd'hui, je veux le voir dans l'agriculture et dans les semences. Alors, comment on fait ? On peut s'appuyer sur des sources qui ne sont pas les sources classiques des historiens. Les historiens ont recours à des inscriptions, à des lettres, mais du coup, vous avez très très peu, pour les époques anciennes, sur le blé. Vous avez un peu de comptabilité, vous n'avez aucune idée de combien de blé circulait, mais surtout, quel type de blé. On n'avait aucune idée. Quand vous trouvez dans les sources blé, ça ne veut rien dire, parce qu'il y a 10 000 types de blé. Du coup, ça fait longtemps que les archéologues, les antiquisants et désormais les modernistes et les contemporanistes ont recours à un ou autre type de source, c'est-à-dire l'archéobotanique. Vous allez trouver, au lieu de chercher des pierres, vous cherchez des semences. Vous faites une analyse génétique des semences et avec le carbone 14 ou avec d'autres méthodes, le fluor, vous pouvez les dater. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous savez comment une variété de blé, de riz, etc., s'est déplacée d'un lieu à l'autre dans le temps. Comme ça, vous pouvez savoir effectivement quel type de riz et quel type de blé s'est transféré. C'est transféré par des pratiques de paysans, c'est transféré par des pratiques villageoises, mais vous pouvez dater précisément la circulation des semences sur la planète et les types de semences. Okay? Alors, imaginons d'utiliser ces sources-là. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve, je vais aller un peu plus rapide, que déjà, si on regardait le blé tel qu'on le découvre de nos jours, est-ce qu'on a du blé moderne, du blé ancien? Les archéologues ont été, et les botanistes ont été extrêmement étonnés de trouver en Anatolie des formes de blé qui, en principe, auraient dû disparaître il y a 3000 ans. Donc, dans la logique traditionnelle braudélienne, on avait un type de blé ancien, et puis avec les villes, on avait un nouveau type de blé. Or, le problème est que ce blé-là, on le retrouve encore il y a 40 ans. Et les paysans d'Anatolie disent « Mais c'est pas vrai qu'il a disparu il y a 3000 ans, il a disparu avec la communauté européenne et avec ses subventions. » Du coup, il y a quelque chose qui ne colle pas dans les histoires anciennes traditionnelles. Donc, c'est les anciens empires ou c'est la communauté européenne qui s'en prend au blé ancien? OK? Alors, comment on fait? Donc là, j'avance un peu plus. Donc, l'important, c'est une chose. Ce que j'ai fait, et ce n'est pas là-dedans, de reconstituer les trajectoires du blé. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve qu'en Asie, et c'est quelque chose d'assez important, on a en réalité du blé extrêmement répandu, contrairement à ce qu'on croyait avant, partout en Chine, en Mongolie, en Inde, on a du blé dès les époques appelées effectivement du néolithique, voire après, à l'époque ancienne. On a des blés. Donc cette histoire que le blé est purement européen, ce n'est pas vrai. Okay? Première chose. Deuxième chose, le blé évolue, il circule entre Europe, Asie et Afrique pendant des millénaires. Du coup, il y a une conséquence assez importante. Le fameux échange colombien n'est pas le seul. Il y a eu énormément d'échanges auparavant. Ce n'est pas juste que les Européens arrivent et ils débarquent aux Amériques. Il y avait dans l'océan Indien, le monde arabe, le monde chinois, le monde indien, et des connexions
extrêmement importante entre continents. Donc, ce n'est pas vrai que les autres étaient immobiles et les Européens étaient mobiles, de un. Et de deux, la vraie différence est que les mixités de blé tout au long de Afrique, Asie, Europe sont importantes, mais elles prennent des millénaires. La différence avec l'échange colombien est qu'on s'amène de l'autre côté de l'océan avec des germes et des plantes et on bafouille tout en 10 ans. Et là, ça provoque un véritable choc. Mais c'est un véritable choc que, contrairement à ce que raconte Jared Diamond, ce n'est pas juste les germes, ce n'est pas vrai. Il y a des morts, et désormais, on le sait, encore une fois, on fait de la génétique sur les cadavres. De quoi ils sont morts? Et là, on trouve qu'il y a effectivement des morts par germes, mais les armes n'étaient pas secondaires, contrairement à ce que raconte Jared Diamond et tous les autres. Donc, je veux bien les germes, mais ils les massacraient quand même. Les autres avec les sarbacanes et les Espagnols avec les fusils, c'est peut-être un germe, mais c'est un germe en plomb quoi, qui va dedans. Et du coup, cette belle histoire que c'est la faute aux germes, ça marche, mais pas du tout. De un. Deux, le riz de l'Asie, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que, vous savez, cette histoire des rizières de Conan, justement, Brodel et tous les autres disaient les rizières. Mais quand ça paraît la rizière, et qu'avec l'archéobotanique, ça ne change pas d'un an, ça change de 700 ans. C'est-à-dire, le riz humide est quelque chose d'assez récent à cette échelle-là. Ça remonte à 1200-1300, exactement comme les innovations agronomiques en Europe. Auparavant, on avait quoi? On avait du riz sec. Et les critères du riz sec ne sont pas différents des critères du millet et du blé. C'est-à-dire, encore une fois, on n'a pas une Europe contre l'Asie. On a une Asie qui cultive non seulement du blé, mais cultive énormément de millet, qui cultive du riz sec. Cette histoire de l'eau était présente juste dans les zones soumises à alluvions, donc dans les deltas, dans lesquels on produisait du riz qui était partiellement submergé. Mais c'était saisonnier. La construction des canaux commence avec les Song. On est au XIIe siècle. Ça commence très tard. Et en plus, c'est son despotisme asiatique. Donc, cette histoire que les Asiatiques sont despotiques et les Européens sont capitalistes seulement, ça ne colle pas non plus. Et on le suit avec les semences. Et enfin, attendez, non, là, j'ai poussé le mauvais bouton. Donc, et le voyage du riz est d'autant plus important, on peut le suivre, dans la mesure où le riz, on le retrouve non seulement en Asie, mais on a des rizières en Afrique. Et ces rizières en Afrique sont utilisées au moment de la mise en esclavage des Africains, dans la mesure où, du côté des planteurs américains, ils disaient « ces gens-là ne veulent pas manger ce qu'on a. On leur amène du riz. » Et qu'est-ce qu'on fait? Ils importent du riz d'Afrique occidentale et on l'exporte en Caroline. En Caroline et en Louisiane. En Louisiane, contrairement à ce qu'on raconte, 15% de la surface, c'était du riz. Ils produisaient du riz pour les esclaves. Mais la conséquence, c'est qu'il y a un double voyage. Et c'est ça ce qui m'intéresse. Le riz des esclaves, les esclaves en mangent, sauf que les autres n'en veulent pas. Les Américains disent, une fois qu'on produit du riz, en plus avec les esclaves, ça serait bien de l'exporter. Sauf que les Anglais n'en veulent pas. Ils trouvent que le riz asiatique est décidément meilleur que ce riz produit par les esclaves aux États-Unis. Et du coup, il est brillantissime. Les premiers esclaves émancipés, vous savez, on les envoie au Libéria pour dire c'est le monde libre des esclaves émancipés. On dit c'est super, on va les nourrir avec le riz de Caroline. Comme ça, ils vont apprendre à être libres. Et du coup, on envoie les esclaves avec le riz pourri de Caroline et on l'envoie en Afrique. Et du coup, on retrouve un métissage absolument extraordinaire entre le riz esclave qui voyage dans les deux côtés de l'Atlantique en se transformant ultérieurement et en détruisant complètement, une fois qu'il revient de Caroline, les écosystèmes en Libéria, parce que c'était le prix à payer pour la liberté, pour ces ex-esclaves, et s'ils n'aiment pas ce riz pourri, c'est tant pis pour eux. Le maïs, c'est encore plus la pagaille, parce que non seulement il y avait les terrasses, mais surtout il y a beaucoup d'exemples de maïs. Il y a des variétés infinies, et ce qui compte, c'est de ne pas parler du maïs en général, mais quel maïs va où. Et du coup, vous avez en connexion entre le Brésil et l'Afrique du Sud pour un particulier type de maïs. Vous avez une toute autre connexion via Manille. C'est les Espagnols d'Amérique centrale exportent la variété d'Amérique centrale à Manille et de là en Afrique occidentale. Et donc, vous trouvez encore aujourd'hui une dispersion des différents types de maïs qui ont circulé des Amériques via l'Asie jusqu'en Afrique. Vous me suivez? Donc, vous avez des traditions de maïs totalement différentes dans les différentes parties de l'Afrique.
Alors, je saute un peu sur le maïs africain. Alors, un truc qui ne se mélange pas. Là, alors, moi, j'aime les métissages, mais il ne faut pas exagérer non plus. Les pâtes, ce n'est pas des nouilles. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, quand les gens viennent chez moi, ils disent « tu me fais des nouilles », là, ça ne va pas du tout. Alors, heureusement qu'il y a des vraies études sur cette histoire. Non, et ce n'est pas biaisé du tout. Hein. Donc, attendez, je reviens à l'arrière. Alors, il y a des sinologues qui ont vraiment travaillé sur les sources chinoises, mari et femme, sources italiennes et sources chinoises, et dire comment ça se mélange et comment on retrouve les traces de Marco Polo. Ils cherchent des années, on ne trouve pas des pâtes dans les provisions de Marco Polo. Et donc ils disent qu'il y a quelque chose qui va par là. Il n'apporte pas des pâtes. Ce n'est pas vrai cette histoire. Alors déjà, sur le plan technique, les nouilles, comme vous le savez, moi j'adore les nouilles chinoises, ils travaillent le gluten d'une manière qui est totalement différente par rapport à l'Occident. Ils aiment le gluten, ils arrivent à extraire le gluten et ils font des pâtes gluantes. C'est quelque chose de magnifique qu'on adore. Les pâtes, ce n'est pas du gluten qui colle là, ça ne colle pas les pâtes. Donc c'est vraiment une autre histoire et un autre usage, d'autant plus que pour les pâtes, à l'époque, au XVIIe, c'est pas vrai que ça descend de Rome, ça n'existait pas. Les pâtes à Rome, c'était des tourtes. Donc c'était des pâtes au four, mais en forme de tourte. Pour avoir les vraies pâtes, il fallait mettre le corps de Dieu à l'eau. Et c'est pourquoi c'était interdit. Je résume. Vous avez le pain, comment dire, le levé et pas levé, avec du levain au pain. Alors, avec le levain, ça va au four. Et on est d'accord, on a le pain et on le met au four. S'il n'y a pas de levain, on a l'hostie. Et l'hostie, on ne la met pas au four. On est d'accord. Et on ne la met pas dans l'eau non plus bouillant. Du coup, ces pâtes, qui sont comme l'hostie, mais il n'y a pas de levain, on ne va pas les mettre dans l'eau bouillante parce qu'on ne met pas le corps de Dieu dans l'eau bouillante. Donc, c'était totalement interdit par l'Église. On le faisait en cachette à Naples, cette histoire des pâtes. Sauf que ça commence à se répandre, et ça se répand de manière, c'est la première révolution industrielle dans l'histoire, de pâtes. Tout le monde veut manger des pâtes. Mais alors, du coup, ça vient d'où cette histoire? C'est un coup de marketing. 1909, on a des Italiens à New York. Les Italiens à New York veulent des pâtes et on importe des pâtes. À un moment donné, on commence à produire des pâtes à New York. C'est les émigrés qui les produisent. Sauf que les autres ne veulent pas en acheter. Ils disent non, moi je veux les pâtes qui viennent de Naples. Je lui dis mais je suis sûr c'est la même chose. Ils disent non, c'est pas la même chose. Et alors dans le Macaroni Journal, c'est tout un programme, cette revue Macaroni Journal de 1909, ils écrivent comme Marco Polo avait amené les pâtes de Chine, nous on amène les pâtes de Naples. C'était un coup de marketing que mes collègues historiens ont pris comme bon. Vous savez, un peu comme l'histoire d'un Pérignon, là, qui n'existe pas, mais qui a monté le champagne. Et là, il y avait Marco Polo qui a amené les nouilles. Ça n'existait pas, c'était un coup de marketing du Macaroni Journal de 1909. Donc, faux, pas de mixité. Donc, sur ça, on ne rigole pas. Ensuite, qu'est-ce que ça change après ces échanges vraiment importants et à l'échelle intercontinentale? Ça change quelque chose à la fin des années 70 du 19e siècle, et c'est l'éruption de la génétique dans la production des semences. Alors là, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Je vais avancer un peu plus rapide. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, fin 19e, on commence à avoir des baisses dans les rendements agricoles. Malgré les machines, malgré tout, ça baisse. Okay? Alors là, on a une première solution, il faut chercher d'autres semences, parce que les semences européennes commencent à s'épuiser. Et il y a des chasseurs de semences. Partout de l'Occident, ils partent partout sur la planète à chercher les fameuses semences anciennes ou différentes. Il y a une deuxième solution liée à Mendel. On dit, mais écoutez, sous les millénaires, après tout, on a fait des hybridations. On mélangeait des blés de types différents. Et si on le faisait en laboratoire, cette histoire, de mélanger, mais on le mélange en 2 heures. On ne met pas 3 millénaires pour les mélanger. Donc, ils commencent à développer cette technique, mais les investisseurs n'en veulent pas, les agriculteurs n'en veulent pas, donc on commence à la mettre au point aux États-Unis, et on commence à la mettre au point pour le maïs. Pourquoi le maïs? 2 raisons. Primo, c'est pas, par rapport aux autres céréales, ce n'est pas une plante hermaphrodite, parce que les chercheurs, c'est où notre ami chinois, disons, les hermaphrodites, ça les gêne, mais ce n'est pas juste ça, c'est que c'est plus compliqué de créer des hybrides à partir de plantes hermaphrodites. Du coup, deuxième avantage, le maïs, c'est les États-Unis. Si j'invente un maïs artificiel avec un brevet, j'ai un monopole états-unien. Du coup, ils se concentrent sur le maïs,
Et comment ils font pour le faire? Ils inventent les brevets sur les semences, que ça n'existait pas, mais surtout, après la crise de 1929, le gouvernement Roosevelt intervient pour soutenir l'agriculture en crise. Et il donne un argent fou pour qu'on mette vraiment au point le maïs hybride. Et avec des soutiens et des subventions, c'est le fameux New Deal, il donne le maïs hybride aux producteurs américains, 9% en 1935, puis grâce à la guerre, après la guerre, le maïs est tout hybride aux États-Unis. Coup du génie des États-Unis, je vais avancer un peu plus rapide. Le coup du génie est de dire, c'est génial, on a déposé un brevet, on fabrique du maïs en laboratoire. Du coup, il faut le larguer à la planète. Idée géniale, l'Europe a besoin d'aide. Il y a le plan Marshall et on dit, bah, c'est génial, si tu veux de l'aide, tu achètes les semences hybrides américaines. Entre-temps, on a mis à point également les pâtes, pas les pâtes, pardon. On a mis à point pour le riz et pour le blé. Le blé est le dernier, il est le plus difficile à mélanger. On va voir, mais du coup, on oblige les pays européens à acheter les semences hybrides. Quel est l'avantage des semences hybrides? Première chose, vous avez une productivité incroyable. On a réglé le problème de la faim en Europe. Les gens, à la sortie de la guerre, avaient faim. Avec le maïs et les blés hybrides, pardon, je ne te touche plus. Alors, avec le blé hybride, vous avez des rendements qui sont 40 fois plus élevés. Vous réglez le problème de la faim. Vous réglez aussi autre chose, c'est absolument génial, cette histoire de déposer un brevet hybride. Ça dure 2 ans. Vous savez que c'est l'obsolescence programmée. Une semence dure 2 ans. Après, vous devez racheter. Vous avez un contrat d'exclusivité, vous devez racheter chez le même producteur. Vous n'avez pas le droit d'aller ailleurs. Et donc, vous renouvelez tous les 2 ans. Surtout, pour pouvoir fonctionner et avoir ces rendements très élevés, vous devez utiliser énormément de fertilisants chimiques, qui par hasard sont produits par les mêmes producteurs de semences. Donc c'est un jackpot absolument extraordinaire dans lequel se lancent les États-Unis. D'un côté, on règle le problème de la faim, au moins en Europe et aux États-Unis. De l'autre, on défonce complètement les écosystèmes en mettant tout ce que vous savez, à partir des années 50, des tonnes de pesticides, de fertilisants chimiques pour soutenir les semences hybrides. Donc tout ça, ça marche très bien. Et en plus, ça devient mondial, non seulement pour le blé, qui est vendu également aux Indiens, qui ne savent pas quoi faire avec le blé, mais les États-Unis trouvent et les Anglais que c'est vachement bien de manger du blé. Vous avez les famines en Éthiopie, vous savez, ils mangeaient autre chose, et les Italiens, l'Europe arrivent, tiens, mange des pâtes et mange du blé. Les autres disent, mais je ne sais pas quoi faire avec ça. Ils disent, pas grave, tu vas trouver. Donc, on commence à larguer ces produits issus des semences hybrides partout sur la planète grâce aux aides au sous-développement, comme on disait à l'époque. Pareil, les nouveaux riz sont imposés via la guerre en Corée et la guerre au Vietnam en Asie. On impose au gouvernement qui sort d'acheter les riz hybrides fabriqués aux États-Unis et puis de plus en plus, ça commence à faire aussi en Europe. Donc c'est un processus absolument important, mais qui transforme radicalement les écosystèmes. C'est-à-dire les nouveaux semences hybrides défendent les écosystèmes, notamment dans les pays du Sud. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Il y a évidemment les fondations internationales, ils mettent de l'argent infini. Fondation Ford et Fondation Rockefeller, ils mettent un argent infini en constituant des bases de semences qui puissent aider la création du nouveau modèle de blé, de riz ou de maïs hybride, toujours sous le brevet du multinational. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Je vais passer sur les voyages du blé, sinon on ne va pas s'en sortir. Et après, attendez, j'avance un peu. Bon, les Soviétiques s'en sortent très mal parce qu'ils ont un gars très intelligent qui s'appelle Vavilov, sauf qu'il est envoyé au goulag parce que pour eux, la génétique, c'est l'esprit bourgeois, c'est-à-dire la sélection naturelle, c'est l'esprit de compétition. Donc, le gars a dit, mais on peut faire de la génétique avec les plantes, on l'envoie au goulag. Donc, ça s'arrête là. Et ils trouvent que c'est très bien comme ça. Puis ils vont le récupérer après la chute du mur, évidemment, en déposant eux aussi des brevets. Donc la Russie, c'est pas que ça s'en sort mieux. Hein. Ils utilisent des fertilisateurs chimiques, mais sans les hybrides, ils défendent quand même leur nature, mais d'une autre manière par rapport à l'Occident, mais ils la défendent quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Et je vais rapidement terminer. Alors, je vais aller aux dernières années. Les dernières années, il y a un dernier changement. Le dernier changement est le suivant. À partir des années 70, en Occident, même les hybrides commencent à baisser leur rendement. Alors, on est assez embêté. Mais là, on trouve une solution génialissime. Donc, quand on parle des OGM, on oublie que les OGM sont une réponse des multinationales à la question de la baisse des rendements des hybrides.
Parce que là, pour la première fois, on commence à voir le séquençage du génome, et alors on dit, au lieu de croiser en laboratoire des semences, comme on a fait jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on fait? On modifie leur code génétique. Et on modifie le code seulement en fonction de ce dont nous avons besoin. Simplement, sur le plan économique, c'est exactement la même logique que pour les OGM. C'est-à-dire, ça dure 2 ans, vous avez le contrat d'exclusivité et vous l'accompagnez, encore une fois, avec beaucoup de produits à la pointe. Vous voyez la chose. Alors, l'idée est, maintenant, qui on largue les OGM? Alors, idée génialissime des années 80-90, donc le lien est, donc je vais avancer un peu plus, l'idée est assez simple. On vend les OGM, on dit ça va aider la disette et la faim dans le sud. Pas vrai, parce que pendant les années 80-90, qu'est-ce qu'on fait? On donne, vous savez, comme les Dacia, quoi. Les Dacia, on les envoie à l'Est et nous, on garde les autres. Alors, on dit, on a encore des hybrides qui ne marchent plus en Occident. Qu'est-ce qu'on fait? On les largue au Sud. Ils sont tellement sous-développés, on leur donne les hybrides. Donc, ils continuent à larguer des hybrides au Sud et on a introduit les OGM au Nord. Okay? Donc, développement des OGM avec, évidemment, tout ce que vous connaissez, une lutte, je vais avancer un peu plus sur les OGM, donc avec des résistances quand même qui se mettent en place, des résistances en Europe, mais également en Afrique et en Inde. Les paysans locaux n'en veulent pas, c'est-à-dire ils essaient de larguer ces semences, mais malgré les aides gouvernementales, malgré les soutiens, ils n'en veulent pas. Ça commence à être une résistance très forte en Afrique et en Asie en particulier vis-à-vis des OGM, beaucoup plus fort que vis-à-vis des hybrides. Alors, petit problème là, c'est que récemment, qu'est-ce qui se passe? Une première chose, c'est le changement d'attitude de l'Europe. Pourquoi l'Europe a changé d'attitude? Moi, je me suis dit, mais l'Europe a été toujours hostile aux OGM, même avec une incertitude scientifique, d'accord? Parce que là, on parlait beaucoup d'impact sur la santé et l'environnement, mais ça a été toujours incertain. Ma critique aux OGM, ce n'est pas forcément lié aux questions d'environnement, on va y revenir aussi, mais c'est avant tout une question d'inégalité. C'est-à-dire, ils reproduisent, j'ai un brevet, je le dépose, ça dure 2 ans, tu me l'achètes à prix d'or, tout en dette, et en plus, tu achètes les fertilisants et tout le reste. Donc, ça, c'est le problème trop important vis-à-vis des OGM qu'on oublie en parlant juste de l'impact environnemental. Et moi, j'insiste sur le fait qu'il faut mettre les deux ensemble, environnement et inégalité. Sinon, on ne va pas s'en sortir. C'est un dialogue de sourds. Mais surtout, la chose la plus importante, l'Europe, pourquoi elle a changé? J'ai dit, mais c'est bizarre, on a de plus en plus d'autorisation des OGM en Europe depuis 2018. Je ne comprenais pas cette histoire, je suis allé voir. Il y a eu des achats de capitaux et des fusions entre Bayer et Monsanto, d'abord, et ensuite avec Cargill américain et les grands producteurs de semences néerlandaises. Du coup, on a eu fusion entre ces groupes et du coup, il y a des pressions énormes qui ont abouti pour que l'Europe reconnaisse aussi les OGM, avec une alliance Nord-Nord. Évidemment, les autres pays sont également dans la génétique, donc ce n'est pas juste une question de Nord contre le Sud, il y a Nord et Nord, il y a Sud et Sud. Les Chinois en produisent énormément, les Russes, ils en produisent, les Sud-Africains ont des brevets. Et alors, c'est quoi la solution? Moi, j'ai une seule solution, qui est celle qui est soutenue par le mouvement Campesinos International, c'est-à-dire il faut arrêter avec les brevets sur les semences. Les semences doivent devenir patrimoine de l'humanité. Et autrement, on ne va jamais s'en sortir. Punto. Merci. Merci Alessandro. C'est passionnant d'entendre vraiment cette géopolitique des graines, mais où on sent que ce ne sont pas des blocs, mais au contraire des circulations qui s'entrecroisent. Vraiment, cette histoire de l'entrelacement, finalement, de ces graines nous permet d'en créer une nouvelle politique, en tout cas un nouveau programme politique, un nouveau projet qui se matérialise extrêmement bien sur ta question, enfin sur ta conclusion finale. On va ouvrir aux questions, s'il y en a. Je vois des questions. Alors, je vous propose... Bonjour. Est-ce que c'est possible que je parle en anglais? Yes. Okay, thanks. Sorry. My brain is wired for English today. I was really astounded, amazing half an hour. I still need to process this. You concluded on the campesinos thing, and it made me think about the biopiracy cases and
something that I was thinking about during your presentation is that there have been, with rice and with many others, also medicinal plants, cases of biopiracy, stealing from indigenous communities, profiteering, etc. How does that work? What is the relationship with your research? How do you work with the biopiracy cases? And also, what do you propose in order for that not to happen? If you propose that it should become patrimoine de l'humanité. De l'humanité. Merci. Okay, thanks. Sorry. Merci. No, it's great. It's great. No, the real story is very simple. That now even agronomists, even in the West, they insist on the fact that instead of having one general kind of wheat seed, for example, or rice seed, we need the local varieties really fully adapted to local environment and ecologies. And local producers know better than anyone else which kind of seed they need in local places. Then you may argue that these local seeds are not as productive as OGM varieties, which is true in a very short term, because the problem of the OGM as the hybrid is exactly this, that you have very high yields at the very beginning and immediately decreasing after a decade or a couple of decades. On the contrary, you have all kinds of seeds adapted to local situations and with no patents, which is a real important rent distribution, to pay to anybody. The problem is, how do you do to protect the no patent? And this is a real point because, as you know, there are progresses in software. In software, for example, on a les logiciels libres. It's done. With pills and drugs, it's more controversial. Sometimes for the South, you have some free pills. But seeds, they are absolutely against. It's my argument because seeds are, since the 20th century, a real central case for the capitalistic accumulation. Is not work, it's seeds, which is really crucial. If you look at, and I'm finishing, if I look at profits, at the stock exchanges, they are much higher in the produce exchange than in the stock exchange. All of us look at la bourse de travail and the profits at the stock exchanges. But profits in the produce exchanges, speculation on wheat, rice, are much higher, much more important than the others. It's purely quantitative. So the real nerf de la guerre, it's the control of cereals and seeds. And it's actually, there's something, we were going to give you the mic, but it's very interesting when you talk about these seeds hunters that were up until the 19th century that were making sure that, that really struck me during the talk, that we were making sure to ensure a form of diversity of seeds instead of culturing a monoculture, but which is easier to grasp. Et Grégory, je te laisse poser ta question. J'ai beaucoup aimé les pasta studies. Merci. Très bien. Je vais t'inviter. En fait, merci beaucoup d'avoir révélé ce qui est une tension méthodologique à l'intérieur de l'histoire environnementale et qui est aujourd'hui une question politique beaucoup plus large, c'est-à-dire entre deux modèles. Est-ce qu'il y a un premier modèle qui est, est-ce qu'on a des ensembles, le monde est divisé en ensembles qui sont étanches et incommensurables les uns aux autres, et que la question écologique, c'est un choc, c'est-à-dire un monde qui rentre à l'intérieur d'un autre sans qu'il y ait la possibilité d'une rencontre. Ou alors est-ce que c'est, comme tu nous l'as développé, des relations de circulation, de métissage, de créolisation. Et dans ce cas-là, les rapports d'asymétrie se font à l'intérieur de cette relation de créolisation et de métissage. Et politiquement et épistémologiquement, ça n'a pas du tout la même conséquence. Et ça, l'histoire environnementale n'a jamais réglé vraiment. Donc c'était très important. Et du coup, est-ce que ta démonstration, mais très brièvement, évidemment, tu peux la reprendre de la même manière à partir de la notion de stock? Parce que moi, j'ai resté sur cette différence entre civilisations, l'argument de Gourou Brodel, en disant le blé, on le conserve une année difficilement, le riz 2 ans, et ça change tout en termes de gouvernement de la nature, etc. Merci. Ça va être au cœur du bouquin Pas Capital Terre. Il va paraître en septembre. Ça s'appelle Les guerres du blé. C'est pas seulement les semences, mais c'est les stocks. Alors, pourquoi les stocks, c'est important? C'est vraiment mon point fixe.
c'est qu'on a cumulé des stocks de céréales pour faire face à guerre et famine à partir du XVIIe siècle. À peu près, c'était l'invention de l'État fiscal, c'était lié pas seulement au fisc tel qu'on le connaît, c'était les stocks de céréales. Okay, c'est très important. On les a éliminés avec le développement des marchés en disant on n'en a pas besoin, inutile de stocker des céréales. Sauf que le marché a monté une autre chose à partir de la fin du 19e, quand on a éliminé tous les stocks de céréales, c'est ce qu'on appelle les futures aux bourses de commerce, c'est-à-dire j'échange des blés virtuels qui n'existent pas, qui ne verront jamais le jour. Et on échange des promesses de vente. Aujourd'hui, sur tous les échanges concernant les céréales, 98% sont des échanges virtuels de blé et de céréales qui verront jamais le jour. 2% seulement à l'échelle mondiale de tous les échanges concernent des vraies céréales, c'est-à-dire c'est la spéculation pure. D'où la question des stocks, d'où la question, pour moi, du lien entre les stocks, le capitalisme et les guerres. On ne peut pas expliquer la guerre en Ukraine sans penser aussi au rôle que les spéculations sur le blé jouent, qui aident à financer non seulement l'Occident, mais aussi Poutine. Poutine fait un fric fou en spéculant lui aussi sur le blé, d'où l'intérêt, pas seulement pour le gaz. L'Ukraine, c'est le blé. Le Turkestan, c'est le blé. La Russie, c'est le blé. Et ils spéculent là-dessus. Et on oublie trop souvent, on focalise toujours sur le gaz et le pétrole. Mais le blé, l'Ukraine, ça a été le grenier de l'Empire russe pendant des siècles, depuis qu'ils l'ont occupé au XVIIIe, et précisément pour avoir du blé. Et par ailleurs, on est fautifs, nous les Italiens, j'arrête là, parce que les pâtes, pour les avoir al dente, vous avez besoin du blé dur de Taganrog. C'est le blé d'Ukraine. Le blé tendre pour le pain, ça ne marche pas pour les pâtes. C'est horrible, c'est des panzani, quoi. Ce n'est pas des barils, c'est autre chose. Du coup, l'importation et le succès international des pâtes est lié au blé ukrainien. Il y a une pression énorme sur le contrôle des blés. Et le problème est qu'on ne pourra pas régler seulement ces questions-là sans régler les spéculations internationales sur le blé. Tant qu'il y aura des spéculations internationales, des gens comme Poutine continueront à faire des milliards sur ça. Merci Alessandro.